Vous le savez, les sociologues sont tous de gauche. Oui, ils sont hirsutes, ils sentent la bœuf, ils vivent en Ardèche et ils boivent des jus détox. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait bousculer un peu cette idée reçue. Nous allons renverser les quilles de vos certitudes avec la boule de bowling de notre analyse. Je dirais même plus, nous allons tondre le gazon de vos a priori avec la tondeuse à gazon de notre expérience. En effet, d'après notre enquête, il existerait des sociologues de droite. Ils sont glabres, ils mangent du cassoulet et ils habitent en Vendée. On priait la Madone le dimanche en Vendée, des cailloux de Provence au château d'Aquitaine. On chantait la Durance, on pleurait la Lorraine. C'est une critique qui est régulièrement adressée à la sociologie, notamment par la droite. La discipline serait gangrénée par le gauchisme, ce qui empêcherait à la science d'être neutre, car vous le savez, seule la droite est objective. Et oui, mais on va vite crever l'abcès, c'est une réalité, beaucoup de sociologues sont de gauche. C'est une réalité à tel point qu'une personne neutre et objective comme Eugénie Bastier le dit dans le Figaro Vox. Selon l'étude menée en 2015 Que pensent les penseurs, les opinions des universitaires et scientifiques français, 94% des universitaires français en sociologie se disent de gauche. 94% de gauchistes ? Mais les sociologues, c'est la ville de Rennes. En vrai, il y a plusieurs raisons à ce chiffre impressionnant. Déjà, plus on est diplômé, plus on est de gauche. Ça, c'est une règle générale en sociologie électorale. Sur le site de France Info, ce graphique qui utilise les données électorales des législatives de 2024 montre bien le vote de gauche augmenter avec le niveau de diplôme, passant de 17% des voix pour le nouveau Front populaire, pour les personnes n'ayant pas le bac, à 37% pour celles et ceux ayant au moins une licence. Donc forcément, les universitaires qui ont tous de gros doctorats, ils sont plus de gauche. Mais c'est pas le seul facteur. Oui, on retrouve moins de gauchias chez les doctorants en droit des affaires ou chez les diplômés d'écoles de commerce que chez les sociologues. Oh, comme c'est bizarre! Cette surreprésentation des idées de gauche, elle est aussi liée à la nature même de la sociologie. Amir Nurbach, chargé de cours à l'université de Liège, l'explique. Donc, pour répondre à cette question, à savoir pourquoi la plupart des sociologues sont davantage à gauche de l'échiquier politique, on peut convoquer l'idée que, oui, la sociologie réfléchit avec ce précepte d'expliquer le social par le social et ainsi considère que l'ordre naturel des choses n'existe pas. En effet, la sociologie explique que nos sociétés ne sont pas naturelles, que nos comportements ne vont pas de soi. On vous renvoie vers notre vidéo sur Bourdieu si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Oui, la vidéo avec le titre racoleur, là. Le sociologue va expliquer que les comportements humains sont construits socialement par notre expérience de vie, par notre famille, par nos idées politiques, par notre genre. Et donc tout ça, ça veut dire qu'on peut agir dessus. Et ça, c'est opposé à l'idée d'ordre naturel, qui est très présente dans les idéologies conservatrices. C'est-à-dire thématisant et recommandant le maintien des traditions, la référence à des mœurs qu'il faudrait chérir et conserver telles quelles. À l'inverse, un sociologue peut se sentir investi d'une mission de justice sociale, puisque son travail tend à démontrer que les inégalités ne sont pas naturelles. En tout cas, dès le moment où on considère que le réel est une construction sociale, la conséquence politique normative immédiate est qu'on peut changer l'ordre des choses. On peut ne pas accepter les inégalités, notamment les inégalités sociales. C'est sûr que si vous pensez que tout est très bien comme ça et que de toute façon on peut rien y changer, naturellement vous n'allez pas vous tourner vers la sociologie. Mais pourtant, il y a quand même des sociologues de droite. Eugénie Bastier, elle a dit 94% de gauchistes, ça fait quand même 6% de droite. Et 6%, c'est pas rien, ça fait 3 fois le score d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Et pourtant, il y a encore des personnes qui croient que ces 6% n'existent pas. Il y a encore plein de gens sceptiques, vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Déjà, au XXe siècle, de grandes figures de la sociologie française étaient de droite. Oui, un premier exemple, c'est Raymond Boudon. Alors lui, sa ligne politique, c'est surtout qu'il déteste Pierre Bourdieu. Il détestait tellement Pierre Bourdieu qu'il disait du mal de lui en 2011 à un site d'extrême droite, 9 ans après sa mort. Les néo-marxistes sont des auteurs qui très souvent reprennent des idées de Marx en les simplifiant énormément. Et Bourdieu a finalement fait de l'inégalité des chances l'effet d'un complot de la classe dominante contre la classe dominée. Il dit que Bourdieu, c'est pas un scientifique. Bref, il peut pas le blairer, quoi. Mais Raymond Boudon, qui est décédé en 2013, c'était aussi un des chefs de file de l'individualisme méthodologique. Mais dis-moi, Maudit, qu'est-ce que l'individualisme méthodologique ? Mais me demande pas ça de but en blanc, là, comme ça. Wikipédia, vite ! L'individualisme méthodologique, c'est une approche sociologique, une boîte à outils, un paradigme. Pour les tenants de cette approche, ce qui détermine le fonctionnement d'une société, ce sont avant tout les comportements individuels. Oui, ces chercheurs vont tout analyser par le prisme de l'individu. Les actions des individus, les croyances des individus, les relations des individus avec les autres individus.
Et eux, ils s'opposent à des sociologues qui ont des analyses plus centrées sur les groupes, les collectifs. Ouais, c'est le cas des marxistes ou des structuralistes, par exemple. Comme expliqué sur le site Percé, et non Wikipédia, je vous ai bien lu. Les individualistes méthodologiques considèrent partielles et même irrecevables les explications du social se résolvant dans les termes d'objets macroscopiques ou collectifs. L'État, la classe, la communauté, etc. Donc, ce courant-là, très centré sur l'individu et qui rejette les explications collectives, c'est pas étonnant qu'il séduise des gens qui ont une sensibilité politique plutôt de droite. Ça veut pas dire qu'il est moins scientifique qu'un autre, c'est juste une autre approche. Donc ça veut dire qu'il y a un espace aujourd'hui pour les gens de droite dans la sociologie. Vous pouvez le faire, vous êtes valide. On est bien. Mais maintenant, il y a des références internet de boomers, mais c'est fou comme le temps passe vite. Je suis vieux. Donc, il est possible de faire de la socio en étant de droite, et il est même possible de faire de la socio en étant de droite et en étant unanimement reconnu et célébré. Raymond Aron, il a voté pour Georges Pompidou. Raymond Aron, c'est un sociologue représentatif du XXe siècle en France. Ne refais jamais ça. Tu chantes faux. Mais c'est vrai qu'il a soutenu Pompidou. Et Giscard. Aron, né en 1905 et mort en 1983, c'était un historien, philosophe, journaliste et donc sociologue parmi les figures emblématiques de la vie intellectuelle française du XXe siècle. Anti-stalinien dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il avait une rivalité avec Sartre qui était, on va dire, moins anti-stalinien. Aron a pointé la principale contradiction chez Sartre et qui a pour le coup des répercussions aujourd'hui, c'est-à-dire que tous ceux qui expliquent qu'on va libérer l'homme ou faire des sociétés meilleures par la radicalité et l'exercice de la violence. Le terrorisme. Ou le terrorisme, effectivement, dans sa version la plus extrême. Ce sont évidemment non seulement des charlatans, mais des gens extrêmement dangereux qui, en réalité, sont des ennemis mortels de la démocratie. Oui, là, c'est un extrait d'une émission du Figaro intégralement consacrée à Raymond Aron. Ah bah, eux, ils l'aiment bien au Figaro. Eugénie Bastier, elle est fan. En même temps, il a été éditorialiste au FIC pendant 30 ans. Pourtant, Raymond Aron, c'est pas un gros réac, c'est plutôt un libéral raisonnable. Je crois simplement qu'il avait gardé bon sens, lucidité, et il ne se laissait pas emporter par tout ce qui peut égarer les gens quand l'on considère la vie politique. Aron, c'est vraiment la figure du grand intellectuel que tout le monde écoute. Ses travaux sont reconnus et aujourd'hui, il est encore enseigné. Et par exemple, son livre « Démocratie et totalitarisme », c'est un classique, et ses théories en relations internationales sont toujours étudiées. Donc on a une figure de droite qui fait de la socio et qui est reconnue par ses pairs. Choquant. Ah bah c'est sûr que quand on voit les sociologues de droite d'aujourd'hui, la comparaison fait mal. En revanche, il y a des mentalités qui favorisent le totalitarisme, des mentalités totalitaires que l'on retrouve bien sûr dans les régimes bien connus et qu'a notamment étudié Hannah Arendt, mais que l'on retrouve aussi aujourd'hui dans des formes de pensée et des formes d'action, sans doute en partie parce que ce phénomène du wokisme est très soutenu par la jeune génération. Dont elle, c'est Nathalie Heinich. On l'entend de temps en temps sur les plateaux de droite pour dire que, t'inquiète, elle est bien de gauche, mais que le wokisme c'est totalitaire et que les trans sont dangereux pour la République. Elle a même écrit un bouquin là-dessus. Et quel bouquin ? Comme l'écrivait Libé dans son livre, tous les mots-clés sont là. Néo-féminisme, islamo-gauchisme, transactivisme, puritanisme, maccarthisme et bien sûr l'indéboulonnable cancel culture. Bon, mais est-ce qu'on peut vraiment la classer dans la sociologie de droite ? Parce que ok, elle a écrit un livre, mais c'est un essai. Oui, de base, elle est spécialisée en sociologie de l'art contemporain. Mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Faut croire que dire n'importe quoi sur les trans-woke de l'islam politique, c'est plus vendeur. Oui, puis des sociologues médiatiques de droite qui disent des conneries sur des sujets qu'ils connaissent pas, il y en a des tas. On va pas tous les lister. Moi, je croyais que Kamala Harris l'emporterait. Pourquoi? Parce que je pensais que le système serait plus fort que Trump. Je pensais que le système serait capable de le casser. Et les Québécois, vous voulez pas mettre 25% de droits de douane sur tous vos sociologues d'extrême droite, là, pour qu'on arrête de les importer? Oui, c'est agréable de se moquer, avouons-le. Mais on peut pas vraiment les considérer comme des sociologues, parce que leurs travaux scientifiques, personne ne les lit. Eh, mais je suis sûr que Mathieu Bock-Côté, là, même Christine Kelly, elle l'a pas lu. Parce qu'ils sont persuadés que si Oprah Winfrey nous dit quelque chose, on est tous obligés d'être d'accord. On l'aime bien, Oprah. Je vous laisse vos préférences. Non, mais plutôt que de se pencher sur les sociologues de droite, on peut prendre le problème dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a des applications de droite à la sociologie? Et la réponse est oui. Allez, pas besoin de développer plus, parce qu'apparemment, je chante mal, donc je m'en vais. Allez, salut. Bon d'accord, je reste, mais je le fais pour Blast, média auquel vous devriez vous abonner. Activez la cloche. Quelle abnégation.
Des sociologues qui utilisent leurs travaux pour faire pression sur le milieu politique et tenter d'imposer leur agenda, ça existe. On peut citer par exemple Michel Crozier, qui ne fut rien de moins que le chef de file du mouvement français de la sociologie des organisations. À sa mort en 2013, le journal de droite des dentistes, Le Point, écrivait au sujet de Crozier: Penseur complexe, considéré comme un réformateur, Michel Crozier regrettait l'influence gagnée par Pierre Bourdieu et d'autres sociologues contestataires auprès du grand public et des médias. Tous ces sociologues de droite qui aiment pas Bourdieu, mais ils aiment vraiment pas la réussite dans ce pays. Après, Crozier, il détestait pas tant Bourdieu. Le combat de sa vie, c'est plutôt la lutte contre la bureaucratie. Dire que le malaise des sociétés modernes, enfin en particulier la société française, les explosions irrationnelles tiennent à l'angoisse qui est créée par le changement. D'une part, la situation moderne rend de plus en plus insupportables les pratiques anciennes, mais de l'autre, on est très attaché à ces pratiques anciennes et dès que il apparaît et qu'on va les changer, tout le monde est extrêmement angoissé. Toutes ces idées, il les a développées dans cet ouvrage, Le phénomène bureaucratique, qui est très intéressant et que j'ai lu de mon plein gré. Dans le livre, il décortique le fonctionnement de 2 entreprises publiques françaises, en expliquant comment les organisations bureaucratiques résistent au changement, avec un fonctionnement cloisonné, vertical et procédurier. Il attribue ce fonctionnement bureaucratique à un trait culturel français qui se retrouverait dans toute la société. Outre ce livre, Crozier a beaucoup écrit sur le sujet et il a voulu peser sur la politique au sein du Club Jean Moulin. Michel Crozier et le Club Jean Moulin ont voulu réformer la gestion politique, donc les pratiques des dirigeants. Les intellectuels et les politiques qui ont nourri le courant rocardien ont voulu libérer les mouvements sociaux des appareils politiques, et leur principal allié fut la CFDT, d'Edmond Maire à Nicole Notat. Crozier a donc conseillé la nouvelle gauche tout en étant de droite libérale. Bon, après, c'est pas si étonnant, il y avait des convergences. Oui, la CFDT et les rocardiens se retrouvaient déjà dans une idée de débureaucratisation. Ils étaient également pour la participation citoyenne et l'auto-organisation que Crozier défendait aussi. Mais on voit bien comment son travail peut être utilisé aujourd'hui pour justifier des politiques néolibérales de démantèlement des services publics. D'ailleurs, Crozier est encensé sur les sites de droite. Bon, tous les sites de droite ne parlent pas tout le temps de Crozier, il n'est pas ultra connu, mais on sent qu'il garde une petite influence. Il est par exemple cité positivement en 2022 par le Journal des Libertés, lié à un think tank de droite, ou encore en 2013 par l'IFRAP, une organisation liée au MEDEF. Vous savez, c'est le truc dont la porte-parole est depuis 2009 la fameuse Agnès Verdier-Molinier. L'Oumi et le Usul version cheveux longs coiffés vous en parlaient l'année dernière dans Rhinocéros. Oui, parce qu'il y a le Usul période cheveux longs pas coiffés, cheveux courts, re-cheveux longs pas coiffés, re-cheveux longs coiffés, re-cheveux courts. Après, il y a eu le moment avec la moustache aussi. Tu peux te concentrer là, Agnès Verdier-Molinier, Rhinocéros. Et la spécialité de sa porte-parole, là, Agnès Merdier-Volinier, là, c'est de cracher sur les pauvres, de cracher sur notre modèle social et sur les fonctionnaires aussi. Mais Crozier, c'est pas le genre à cracher bêtement sur les pauvres et les fonctionnaires. C'est un vrai sociologue qui a fait un travail sérieux. Le phénomène bureaucratique, c'est hyper intéressant. Oui, et puis le gars a lancé l'école de la sociologie des organisations en France. Vous avez lancé une école sociologique en France, vous ? Je ne crois pas. La honte. Mais le fait est que le travail de Michel Crozier a donné des arguments aux tenants d'un État moins fort et d'une fonction publique réduite, en exposant les limites et les problèmes bien réels provoqués par les fonctionnements bureaucratiques de certaines entreprises publiques. Bon, ça date des années 60, les modèles ont changé. Crozier, par exemple, il travaillait sur une usine de clopes, une usine d'État. Bon, c'était une autre époque. Mais le fait que le livre soit encore cité montre bien qu'il peut y avoir des applications de droite à la sociologie. On pourrait élargir ça à toutes les sciences sociales avec un exemple récent, le géographe Christophe Guilluy et son concept de France périphérique. Oui, ça a été allègrement repris par toute la classe politique, de la droite à l'extrême droite. Depuis des décennies, cette France périphérique, selon l'expression de Christophe Guilluy, désormais consacrée, a le choix entre les embouteillages automobiles ou les trains vieillots et toujours trop rares quand ils ne sont pas visités par des bandes de racailles fort peu amènes. Bon, le travail de Christophe Guilluy, il est loin d'être aussi sérieux que celui de Michel Crozier. D'ailleurs, il a pas mal été démonté, ce concept, depuis. Mais ça reste un bon exemple d'application à la politique à droite et à l'extrême droite et chez Ruffin d'un concept développé par les sciences sociales. Donc pour résumer, oui, la sociologie est majoritairement peuplée de gauchias. Mais on vous a montré que certains courants de la socio, comme l'individualisme méthodologique, pouvaient être compatibles avec une pensée politique de droite. On vous a montré l'exemple de Boudon. On vous a aussi expliqué qu'il y avait bien des sociologues de droite, comme l'horrible chanson de Host Politique vous le rappellera chaque jour de votre vie. Raymond Aron. Et enfin, on vous a donné un exemple d'application de la sociologie à des politiques de droite avec le cas de Michel Crozier. Ce sont des exemples qui restent minoritaires, mais qui existent. Le truc de droite qui peut devenir majoritaire, en revanche, c'est la privatisation de la recherche en sociologie. Et oui, on peut forcer les gens de gauche à faire des trucs de droite, sinon c'est le chômage. Et
Et c'est là qu'il faut qu'on vous parle des 5 lettres qui terrifient tous les chercheurs, CIFRE. CIFRE, ça veut dire Convention industrielle de formation par la recherche. Mais Maudit, qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Est-ce que tu pourrais faire une voix off explicative avec des images d'illustration que le réalisateur de l'émission va galérer à trouver? Bien sûr. Le CIFRE, c'est un mode de financement de la recherche, un partenariat public-privé en fait. En gros, l'État subventionne des entreprises privées, des associations ou encore des collectivités territoriales pour qu'un étudiant puisse faire une thèse. Comme Boris Chevreau, par exemple. Qui? Donc Boris Chevreau, je travaille à la communauté de communes du Cluny-Zois, je suis doctorant, je suis rattaché au centre Max Weber, Université Lumière Lyon 2, et j'ai fait ma thèse sur les problématiques d'exclusion en milieu rural, et pour cela je suis devenu travailleur social au sein d'une communauté de communes. Dans son cas, c'est une collectivité qui l'a embauché comme travailleur social tout en finançant sa thèse. Ouais, lui, il était dans une mission de service public. Et en faisant ça, donc j'ai pu être au contact des habitants qui étaient en situation de vulnérabilité sociale, en contact des travailleurs sociaux, des élus locaux, etc. Ça m'a donné un matériau considérable pour pouvoir faire ma thèse, et c'est sur cette base-là que j'ai pu faire mon travail. Alors là, vous vous dites que c'est plutôt cool comme truc? Bah oui, dans ce cas particulier, il a bossé pour le service public tout en menant un travail de recherche financé. C'est plutôt positif. Mais c'était sans compter sur le capitalisme. Bah oui, parce qu'on vous l'a dit, le CIFRE peut aussi se faire dans une entreprise privée. Et c'est nous qui paye. L'État, au lieu de financer la recherche totalement publique, va offrir des subventions privées à des entreprises privées. Et ça s'est encore intensifié en 2020 avec le vote de la loi de programmation sur la recherche qui prévoit que des thèses pourront être 100% privées. Bah oui, il reste encore des trucs à privatiser et la recherche en fait partie. Mais alors, pourquoi c'est de droite? Bon, déjà parce que privatiser des trucs, c'est de droite. Oui, et puis c'est des thèses qui se font pas dans l'intérêt de la recherche, mais dans l'intérêt des entreprises qui embauchent des thésards. Il y a tout ça, c'est... Bonjour, je m'appelle Abraham, je suis péruvien. J'ai fait une thèse chez Orange Innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui, Orange a son propre programme de thèse en CIFRE, y compris en sciences sociales. Tenez, on a trouvé ce document. En 2017, il voulait embaucher un chercheur en sciences sociales pour travailler sur l'automatisation des tâches marketing chez Orange, notamment avec les IA conversationnelles. Les IA conversationnelles, vous savez, c'est les chatbots nuls qui savent jamais vraiment ce que vous voulez, là. Il y a plusieurs problèmes à ce mode de financement des thèses. Déjà, c'est hyper opaque, alors qu'encore une fois, c'est avec notre argent. Ouais, dans notre exemple chez Orange, là, impossible de retrouver la thèse. Elle n'est pas accessible, donc ça n'apporte rien du tout à la recherche publique. Des fois, des entreprises veulent même pas publier les résultats. Plus la CIFRE est institutionnalisée dans les entreprises, donc elles le considèrent peut-être comme un outil véritablement, plus il y a une propension des entreprises à vouloir cadrer le sens des recherches, qui s'exprimera par exemple par le droit d'empêcher ou d'autoriser une communication, une publication, une direction. Voilà. En fait, il y a plein de gens qui sont pas de droite et qui se retrouvent à entériner des politiques d'entreprise avec lesquelles ils sont pas forcément d'accord. Bah oui, il faut bien remplir le frigo, c'est un boulot. Et puis la recherche publique en sciences sociales, elle est sous-financée, voire pas financée du tout. Parce que c'est Cette politique de CIFRE, là, elle valide le discours selon lequel la seule recherche utile, c'est celle qui est utile au capitalisme. Oui, ce genre de discours-là. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'employeurs qui n'en peuvent plus de voir autant de projets de recherche qui sont menés en France, qui sont complètement à côté de leurs besoins. Eux, quand ils regardent un petit peu dans la littérature académique, ils ne trouvent rien qui leur permette de solutionner leurs problèmes ou d'améliorer leurs pratiques, vous voyez, parce que c'est jamais fait en concertation avec eux. Bah ouais, les chercheurs, pourquoi vous vous concertez pas avec les patrons de start-up au lieu de bosser sur les violences policières, là, ou je sais pas quoi? Donc déjà, faites le pas. Avant de demander de l'argent, j'ai expliqué ça sur les réseaux l'autre jour, avant de demander de l'argent, même à vos parents, vous les travaillez, vous présentez le projet, vous expliquez, vous montrez de l'intérêt pour eux. Enfin, je veux dire, c'est juste la base de toute relation humaine. On n'arrive pas vers les gens en leur demandant de l'argent ou un financement. C'est vraiment une preuve d'immaturité que de faire ça. Donc faites attention et montrez de l'intérêt pour eux. Cherchez à les rencontrer, écoutez-les. On vous l'a mis en entier parce que c'est hilarant, mais ça montre bien la direction que certains veulent donner à la recherche. Bah, une recherche au service des intérêts privés et du bullshit managérial. Bon, les sociologues de droite, ça existe. La sociologie de droite, saluée ou utilisée en tout cas par la droite, ça existe aussi. Voilà, nous on voulait libérer les énergies. Si vous êtes de droite et que vous voulez faire de la socio, c'est possible, croyez en vos rêves. Mais ce qui est le plus important selon nous, au-delà de la couleur politique de la sociologie, c'est les effets concrets qu'ont les politiques de droite sur la recherche. Et les effets concrets de ces politiques sur l'intérêt et la qualité du travail de ces sociologues.
Parce que dans une société de plus en plus fascisée, parce que oui, il faut dire les termes aux Français, la sociologie, elle travaille à apporter une vision du monde différente de celle de l'extrême droite. Elle permet de donner un contrepoids scientifique au discours réactionnaire. Oui, c'est pas un hasard si les gouvernements de droite ou d'extrême droite, quand ils arrivent au pouvoir, une des premières choses qu'ils font, c'est s'en prendre aux sciences sociales en général. En France, on a eu toute une séquence sur l'islamo-gauchisme, où il y a des observatoires qui ont été créés pour vérifier que les universités soient dans les clous. Mais ça peut aller encore plus loin. Au Japon, en 2015 déjà, le gouvernement conservateur annonçait la fermeture de 26 facs en sciences sociales jugées inutiles. Et avec le retour de Trump aux États-Unis, on peut s'attendre à ce que ça continue. Because I think if any of us want to do the things that we want to do for our country and for the people who live in it, we have to honestly and aggressively attack the universities in this country. Donc faire des sciences sociales, s'y intéresser, c'est déjà quelque part un peu résister. Et les médias indépendants, c'est une autre façon de résister. Et si vous voulez nous soutenir, si vous appréciez notre travail sur Blast, n'hésitez pas à faire un petit don. On se revoit le mois prochain. Mais mets le crochet à la fois sur ta chemise et sur ton pull, je pense que tu peux. C'est toi que je vais crocheter. Ok, Dominique de Villepin. Allez, salut. Vraiment, j'en ai parti que ça. Petit oisillon. Vous couperez.